Gauthier Besse est un garçon intéressant. Je vais m'exprimer. Pourquoi est-il intéressant? C'est parce que si vous regardez sur Internet, alors on vous dira des tas de choses gentilles sur lui. C'est un garçon brillant, c'est un garçon très diplômé, c'est un garçon que nous admirons donc déjà. Mais c'est surtout un garçon qui fait l'objet de tas de qualificatifs très étranges. J'ai vu des choses du genre ni gauche ni droite, écolo-réac, catho-pop, issu des veilleurs, donc chose étonnante. Moi, ce qui m'intéresse ce soir en venant vous écouter, c'est en réalité justement de ne pas m'intéresser à ces petits noms d'oiseaux un peu bizarres. Parce que ces noms d'oiseaux, en fait, ils mettent d'abord en exergue des oppositions qui n'en sont pas nécessairement et sont toujours en fait des caricatures de journalistes. Alors, il y a des journalistes sans doute dans la salle aussi, mais ils ne m'en voudront pas. Mais ils font un métier difficile qui les oblige souvent à simplifier à outrance. Et donc, moi, ce que je suis venu faire ce soir, c'est écouter simplement ce que vous pensez, ce que le monde actuel vous inspire et ce que vous nous proposez. Par exemple, dans la revue Limite, dont je sais que vous êtes un des animateurs importants. Et pourquoi ça m'intéresse? Parce que j'ai l'intime conviction en fait qu'aujourd'hui, on vit un moment qui n'est pas hier et qui n'est pas demain, mais qui est un moment important. Et que donc on a besoin d'écouter des gens qui pensent un peu différemment, même carrément différemment. Et ces petits colibés et ces petits noms d'oiseaux dont on vous affuble montrent que vous êtes certainement d'une pensée intéressante de ce point de vue-là. Et que sur un sujet terriblement ringard, comme celui de la liberté et de la responsabilité, moi, ça m'intéresse de voir comment quelqu'un aussi bizarre que cet oiseau que vous êtes va pouvoir adresser ce sujet. Donc, je souhaite à tout le monde une très bonne conférence. Je sais qu'elle sera très bonne. Donc, merci encore, Gauthier. Merci. Ah oui. Il faut que je positionne une chaise, en revanche. Bien, alors, bonsoir à toutes. C'est effectivement très impressionnant pour moi d'être face à un auditoire presque exclusivement féminin, mais je vais essayer de faire face sans me dérober. Alors voilà, je vous adresse à nouveau les excuses de Marianne pour son absence. Elle en est désolée, mais elle a une excellente raison de ne pas être avec nous ce soir, enfin avec vous ce soir. Alors, je ne pouvais pas m'empêcher, pour deux raisons, de remarquer quand même que nous parlons de liberté ce soir au 35 rue du Chevalier de la Barre. Le Chevalier de la Barre, c'est quelqu'un d'important dans notre histoire, puisque c'est une des victimes du fanatisme religieux, en l'occurrence catholique, puisque, comme vous le savez peut-être, c'est un homme qui a été puni de mort pour blasphème en 1766. Défendu notamment par Voltaire. Donc il se trouve que c'est une raison géographique. Voilà, on parle liberté rue du Chevalier de la Barre. Et puis ça évoque aussi une actualité à la fois heureuse et malheureuse. Heureuse parce que Asia Bibi, donc cette mère de famille pakistanaise, vient enfin de pouvoir retrouver ses enfants au Canada. Mais cette libération ne doit pas nous faire oublier qu'hélas, il y a beaucoup de gens qui souffrent encore de cette intolérance, de cette absence de liberté, notamment religieuse, de par le monde, au Pakistan, mais de par le monde. Voilà. Ce soir, sans prétention philosophique, je voudrais essayer donc de réfléchir sur nos responsabilités éducatives par rapport à la situation, plus précisément par rapport au désastre écologique en cours. Alors voilà, je ne vais pas parler en philosophe ou ni même en intellectuel, mais plutôt avec mes tripes de jeunes pères qui s'angoissent du monde dans lequel vont grandir ces enfants, dans lequel grandissent d'ailleurs déjà ces enfants, mes deux enfants. Je pars donc d'un postulat que je ne vais pas discuter, qui est que nous sommes ce soir tous d'accord avec le diagnostic établi notamment par le pape François dans Laudato Si, donc qu'à savoir que nous avons conscience que nous avons largement déjà dégradé les équilibres de notre biosphère,
donc de la partie vivante du monde. Et donc, voilà, l'écologie, pour nous, n'est pas une lubie, n'est pas un truc de bobo ou de je ne sais quoi, mais c'est un drame qui nous préoccupe, comme beaucoup d'autres, hein, c'est pas le seul. Mais voilà, c'est une vraie question, parce que le monde est en situation de destruction avancée. Voilà, désolé, c'est pas très joyeux, je vais essayer petit à petit d'amener quand même quelques éléments d'espérance, mais si on veut prendre le mot responsabilité et responsabilité éducative au sérieux, on n'est pas là pour rigoler. Et on sait que l'éducation, c'est pas toujours rigolo. Enfin, je pense que on en a tous conscience. Alors, il se trouve que, voilà, pour dire les choses un peu plus précisément encore, être parent dans un monde en situation écologique, en crise écologique avancée, ça n'est pas rien. 3 pistes de réflexion donc, que je voudrais développer rapidement pour qu'ensuite on ait le temps d'échanger. En tant que parents, nous ne sommes pas seulement responsables de nos enfants, ce qui est déjà beaucoup et difficile, mais nous sommes aussi responsables du monde dans lequel ils vivent et dans lequel ils vont vivre. Si nous voulons, deuxième point, préserver la liberté des familles, notamment celle du nombre d'enfants qu'elles souhaitent accueillir, nous devons montrer que la vie de famille est une réponse écologique et non pas un problème écologique. Troisième point, en conséquence de quoi, il n'est rien de plus urgent que d'éduquer nos enfants à respecter, à aimer et à comprendre la création dont ils sont partie prenante. Alors souvent, quand on aborde ces questions, on emploie ces 2 questions que je fais volontiers miennes. Quels enfants allons-nous laisser au monde? Mais aussi, quel monde allons-nous laisser à nos enfants? Alors, il se trouve qu'un philosophe a écrit un livre, un philosophe allemand a écrit un livre qui est devenu un des classiques de la littérature écologique, donc Hans Jonas, Le principe responsabilité. Il l'a écrit, il l'a publié en Allemagne dans les années 80, la traduction française au CERF date de 96. Alors, c'est un livre très riche qui a notamment fondé le principe de précaution. Je ne prétends pas du tout vous en faire un résumé ce soir, en reprendre peut-être quelques points. D'abord, on a sans doute tous conscience, ou pas, qu'en tant que parents, indépendamment de la question écologique, que mettre au monde de nouvelles vies, qui n'ont rien demandé, c'est déjà un acte un peu fou. C'est déjà une liberté qu'on prend, d'une certaine manière, sur ces vies-là. Faire venir au monde des individus qui ne nous ont rien demandé, surtout pas de naître, c'est quand même un acte tout à fait incroyable. Surtout que nous savons que les enfants que nous mettons au monde vont souffrir et vont mourir. Alors bien sûr, ils passeront aussi des super moments, ils s'éclateront, ils joueront, ils jouiront des beautés du monde, mais ils vont aussi en baver et ils vont finir par mourir. Et donc, on prend une sacrée responsabilité en les faisant venir au monde. Alors vous allez me dire, oui, mais quand on les conçoit, on ne pense pas à tout ça. Bien sûr, heureusement, c'est bien pour ça d'ailleurs qu'il y a encore des enfants qui naissent. Parce qu'évidemment, si nous étions pleinement conscients et donc pleinement responsables, sans doute que le planning familial serait totalement en acte. Enfin, je veux dire, voilà, où il n'y en aurait même pas, puisqu'il n'y en aurait pas besoin, précisément. Et donc, à cette responsabilité de faire venir au monde des individus, doit répondre une promesse. Nous allons tout faire pour que ta vie soit la meilleure possible, et ce qui passe par l'idée que nous allons tout faire pour que le monde dans lequel nous t'accueillons devienne le plus accueillant possible, devienne le plus favorable à ton existence. D'où l'idée que être parent, c'est une exigence écologique en soi. Nous allons faire notre maximum pour que le monde dans lequel nous t'avons fait naître soit le plus habitable possible. Alors le parent qui
pense cela et dit cela intérieurement à son enfant, ou en tout cas dont l'acte manifeste cette idée, cette sorte d'acte de confiance, d'acte d'espérance, implicite peut-être, mais je pense qu'il est là dans chaque accueil, dans chaque je t'aime d'un parent à ses enfants. Commence donc cet acte, cette promesse, commence par la vie quotidienne. Ça, c'est ce qui est le plus immédiatement perceptible. La qualité de la vie de famille, des qualités relationnelles, la disponibilité des parents, la quiétude de la maison. On fait tout pour accueillir le mieux possible l'enfant dans cette première maison qui est le domicile familial. La chambre, le berceau, le domicile familial, etc. Mais nous savons que cet enfant ne vivra pas toute sa vie sous notre toit, qu'il va courir le vaste monde, et que donc nous avons aussi une responsabilité de l'accueillir dans une maison, la maison commune, comme dit le pape François, la plus belle et la plus hospitalière possible. C'est donc là qu'il y a bien sûr une écologie familiale, quotidienne, qui est déjà essentielle. Or, nous savons que nos maisons sont déjà en elles-mêmes extrêmement polluées par tout un tas de produits que nous y introduisons. Pire que cela, nous savons déjà que nos enfants sont intoxiqués dès le ventre maternel par les substances que nous-mêmes nous ingérons ou avec lesquelles auxquelles nous sommes exposés. Donc déjà, nous voyons bien que l'arrivée d'un nouvel enfant dans le monde aujourd'hui, dans les conditions actuelles du monde, sont déjà très problématiques d'un point de vue écologique. Voilà, nos enfants sont déjà intoxiqués avant même leur naissance et le seront, si nous ne faisons rien, de plus en plus et tout au long de leur vie. Donc là, vous voyez, on se rend compte déjà que la promesse d'accueillir les enfants dans un monde vivable, hospitalier, est très très loin d'être tenue, puisque avant même qu'ils naissent, nous les avons déjà intoxiqués de perturbateurs endocriniens et d'autres substances dont je ne dirai pas les noms parce qu'elles sont trop vilaines. Tout cela est bien documenté, je ne vous ai pas sorti mais voilà les références, mais hélas ce ne sera pas très compliqué à retrouver. Hans Jonas, lui, met en cause directement notre puissance technologique. Il explique que la puissance inédite que la technique nous a donnée sur le monde, la technique industrielle, qui est un pouvoir d'autodestruction, notamment avec la bombe atomique, nous avons acquis, ce qui est une puissance évidemment inégalée dans l'histoire humaine, la puissance de détruire la vie même sur Terre. Nous avons les moyens d'éradiquer la vie humaine sur Terre, comme ça, en appuyant sur quelques boutons. Ce qui, évidemment, n'a jamais existé. Cette puissance technique, donc, pour Hans Jonas, nous rend responsables, bien sûr, de nos proches, mais plus largement, de la biosphère, de la vie humaine, de la possibilité même de la vie sur Terre, sachant que la vie humaine dépend directement de la vie terrestre. S'il n'y a plus de plantes et plus d'animaux, il n'y a plus d'êtres humains. Voilà. On ne peut pas vivre hors de cette terre. Deux petites citations rapides, quand même pour montrer que ce que dit exactement Hans Jonas, et qui montre donc le caractère inédit de notre situation. Nulle éthique antérieure n'avait à prendre en considération la condition globale de la vie humaine et l'avenir lointain et l'existence de l'espèce humaine. Nous ne pouvons pas ne pas penser aussi à moyen, voire à long terme. Quand on parle des dérèglements climatiques, on parle à 50, à 100 ans. On ne parle pas à 6 mois. Or, nos enfants vivront dans 50 ans. Enfin, nous l'espérons. Et peut-être même vivront-ils dans 100 ans. Et sinon, nos enfants, nos petits-enfants. Or, nous savons aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle l'anthropocène, c'est-à-dire le moment où l'humanité est devenue elle-même une force géologique majeure, capable d'agir sur l'ensemble de la biosphère. Nous savons que donc, des conséquences, enfin des actes ou des réalités actuelles auront des conséquences dans des dizaines et des centaines d'années, et des milliers, puisque
Voilà, si on reste sur l'exemple du nucléaire, par exemple, nos déchets, les déchets de nos centrales nucléaires qui nous permettent de voir en pleine nuit ce soir, eh bien, nous les laissons à nos petits-enfants, à nos arrière-petits-enfants. Nous laissons des problèmes très compliqués, voire peut-être insolubles, à nos petits, arrière-petits, arrière-petits-enfants, etc. Ce que n'ont pas fait nos ancêtres. Ce que nous faisons, mais ce que n'ont pas fait nos ancêtres. Et donc, forcément, en tant que parents, surtout quand on est soucieux de la transmission, voilà, là encore une fois, on est face à un inédit. On dit, les enfants que nous faisons vivre, que nous faisons entrer dans le monde, nous leur léguons tout de suite des quantités de problèmes. Problèmes dont nous avons conscience ou problèmes dont nous n'avons pas encore conscience. Et là, évidemment, voilà, on ne peut pas prendre ce genre de choses à la légère. Alors, Hans Jonas tire une sorte d'impératif, inspiré de l'impératif catégorique kantien d'Emmanuel Kant. Il dit donc « Un impératif adapté au nouveau type de l'agir humain et qui s'adresse au nouveau type de sujet de l'agir s'énoncerait à peu près ainsi. » La formule est limpide. « Agis de façon que les effets de ton action soient compatibles avec la permanence d'une vie authentiquement humaine sur Terre. Agis de façon que les effets de ton action, les conséquences de tes actes, soient compatibles avec la permanence d'une vie authentiquement humaine sur Terre. » Moi, je trouve que c'est une bonne éthique familiale, se dire la vie que je mène avec ma famille doit être compatible avec la permanence d'une vie humaine sur Terre, et donc doit être compatible avec la vie heureuse, bonne, que je souhaite à mes enfants de vivre. Voilà, parce qu'une vie authentiquement humaine, évidemment, c'est pas seulement une vie corporelle possible, même si c'est déjà bien de pouvoir respirer, même si c'est déjà bien de pouvoir cultiver la terre, et que dans certaines parties du monde, c'est de plus en plus précaire. Mais c'est aussi la possibilité d'une vie bonne, d'une vie heureuse. Et ça, on sait bien que dans un monde où les ressources sont rares, où les inégalités sont trop grandes, etc., les conditions d'une vie heureuse, d'une vie paisible, d'une vie bonne sont très difficiles à trouver. Donc là aussi, nous, en tant que parents, nous ne pouvons pas nous désintéresser des questions écologiques et même plus généralement politiques. Alors, si je reviens à la question de la liberté, pour mon deuxième point, souvent, surtout dans les milieux conservateurs, on dit que l'écologie est punitive parce que uniquement elle taxe, elle embête, elle interdit, elle met des contraintes, etc. Bon, je trouve ça un petit peu étonnant dans la mesure où ce qui punit, ce qui est véritablement punitif, ce sont les conséquences désastreuses de nos modes de vie sur la vie de millions de personnes de par le monde et sur nos vies. Moi, ce que je trouve punitif, c'est d'être pollué, par exemple. D'être pollué par l'air que je respire, par l'eau que je bois. Voilà, ça, je trouve ça terrible. C'est ça qui me punit. Donc, c'est la réalité elle-même qui punit l'homme de son incurie, de sa démesure. Et pire, à l'échelle du monde, qui est puni par la liberté des puissants, des riches, de ceux qui pensent uniquement à leur profit? Eh bien, ce sont les plus pauvres, qui sont les moins responsables, les familles pauvres, qui sont les moins responsables des désastres écologiques, mais qui en sont souvent les premières victimes. On peut penser à toutes les parties du monde touchées par la désertification, l'augmentation des températures, avec des températures extrêmes qui battent des records tous les étés, etc., qui font que là où les gens cultivaient la terre depuis des siècles, parfois avec difficulté, mais qui y arrivaient bon an mal an, ne le peuvent plus parce que les terres sont devenues, par exemple, beaucoup trop arides, etc. Là, je voudrais citer un des passages du pape François, et je reviendrai à la question de la famille plus directement. Le pape François, et c'est là, enfin, je veux citer ce passage parce qu'il me semble qu'on ne peut pas distinguer les questions familiales des questions économiques.
Le principe de la maximalisation du gain, qui tend à s'isoler de toute autre considération, est une distorsion conceptuelle de l'économie. Si la production augmente, il importe peu que cela se fasse au prix des ressources futures ou de la santé de l'environnement. Si l'exploitation d'une forêt fait augmenter la production, personne ne mesure dans ce calcul la perte qu'implique la désertification du territoire, le dommage causé à la biodiversité ou l'augmentation de la pollution. Cela veut dire que les entreprises obtiennent des profits en calculant et en payant une part infime des coûts. Seul pourrait être considéré comme éthique un comportement dans lequel les coûts économiques et sociaux dérivant de l'usage des ressources naturelles communes soient établis de façon transparente et soient entièrement supportés par ceux qui en jouissent et non par les autres populations ou par les générations futures. Là, vous avez une sorte d'application de l'idée du développement durable, à savoir qu'on ne peut pas faire peser sur les générations futures nos propres choix, qui est inspiré par le principe responsabilité d'Ernst Jonas. Si on relie ça directement à nos vies familiales quotidiennes, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire que si nous voulons, encore une fois, permettre à nos enfants de vivre dans le monde le meilleur, il faut qu'on s'interroge sur ce qu'encouragent nos propres modes de vie. Et là, nous savons, enfin j'espère, en tout cas nous devrions savoir que nous avons tous, moi le premier, beaucoup d'efforts à faire pour appliquer cette maxime de Hans Jonas, à savoir vivre de telle manière que nous favorisions complètement une vie humaine permanente sur Terre. Or, une forme de consumérisme qu'on critique tous, mais dont on participe aussi tous, rend impossible les conditions d'une vie authentiquement humaine sur Terre. Pas demain, maintenant. Il y a des gens qui ne peuvent plus vivre sur les terres de leurs ancêtres, qui sont obligés de s'exiler en raison de déséquilibres sociaux, politiques, même générés par des déséquilibres environnementaux, etc. Une usine qui recrache dans un écosystème des polluants va faire fuir des dizaines, des centaines, des milliers de familles qui ne pourront plus vivre de la pêche, par exemple dans une mangrove dans le sud-est asiatique, etc. On pourrait prendre des exemples à l'infini qui montrent que notre système actuel menace l'équilibre de vie de nombreuses familles et doit nous interroger sur ce que nous-mêmes nous faisons de notre responsabilité face à cette possibilité de la vie humaine et familiale sur Terre. Tout à l'heure, j'évoquais la question du contrôle des naissances. C'est une liberté à laquelle nous sommes, je pense, tous viscéralement attachés. L'idée que ce sont aux parents de décider combien d'enfants ils souhaitent accueillir, à quel moment, de quelle manière, etc. Or, si effectivement nous continuons sur notre trajectoire consumériste productiviste, il risque d'être très difficile de dire eh bien chacun peut avoir autant d'enfants qu'il souhaite. Si vous êtes attentif aux œuvres de fiction, aux dystopies qui sortent, énormément évoquent justement des politiques d'enfants uniques liées à des catastrophes climatiques ou écologiques qui font qu'il devient impossible d'avoir plusieurs enfants par femme ou par couple, etc. Il y a énormément de fiction populaire qui manifeste cette réalité-là, et on sait bien que il y a une petite musique néo-malthusienne qui revient récemment. Une infographie de l'AFP a fait scandale, qui indiquait que parmi les meilleurs moyens de réduire son impact sur l'environnement, le fait de ne pas avoir d'enfants était le premier. D'accord ? Donc c'est dans... Enfin, je ne sais pas si ça parle à tout le monde, mais l'idée qu'il faut réduire la démographie, et donc l'idée qu'il faudra peut-être contraindre ou en tout cas encourager les parents à avoir de moins en moins d'enfants, est dans l'air du temps, est une possibilité de l'air du temps.
c'est un scénario qui, je pense, nous épouvante tous. Sauf que on peut se dire ce sont juste des affreux et on va les combattre, ou se dire ils dénoncent un énorme problème qui est l'habitabilité de notre terre par rapport à la manière dont nous l'habitons. Ça, donc, on peut être d'accord avec eux sur ce diagnostic-là. Ce que nous combattons, c'est leur réponse. Nous ne devrions pas dire « il faut réduire le nombre d'enfants ». Nous devrions plutôt dire « il faut mieux partager, il faut vivre plus simplement, il faut partager le peu que nous avons, nous contenter du nécessaire, etc. » Et donc, si nous voulons vraiment défendre cette liberté familiale, il faut, à mon avis, et sans tarder, changer radicalement nos modes de vie vers plus de sobriété. Sinon, nous irons vers des scénarios que certains appellent écofascistes ou que d'autres parlent de dictature verte, etc., où effectivement, vous allez avoir, par des politiques plus ou moins coercitives, une incitation à la réduction des naissances. Parce que nous ne pourrons... vous avez peut-être tous déjà entendu parler de l'idée que si l'ensemble des êtres humains consommaient comme un Européen, il faudrait 3 planètes Terre, comme un Américain, 9 planètes Terre, etc. Bon, alors les chiffres sont sujets à caution, peu importe. L'idée, c'est que notre planète est déjà saturée et nous consommons beaucoup plus qu'elle peut donner et renouveler naturellement chaque année. Bref, que notre mode de vie est insoutenable. Or, si nous continuons tous à avoir le même mode de vie et que nous sommes non plus 7 mais 15 milliards, ça va devenir très compliqué. Donc moi, je fais tout pour... nous, je veux dire, limite, c'est une cause qui nous est chère, dire ce n'est pas les familles, ce n'est pas les familles éthiopiennes de 7 enfants qui polluent la Terre, c'est plutôt le trader célibataire qui a un impact carbone bien plus grave. Mais en même temps, il est toujours plus facile de taper sur les familles, et notamment sur les familles pauvres, que sur, évidemment, les dirigeants d'un système, ceux qui en profitent. Donc je veux dire, le jour où il faudra choisir entre sortir d'un système fondé sur le profit ou interdire aux enfants, aux parents d'avoir des enfants, je pense que c'est la deuxième solution qu'on choisira. Est-ce que ce sera pour le bien de l'humanité ? Je pense que non. Mais encore une fois, si on ne démontre pas que la vie familiale peut être écologique, donc si nous, familles, on ne fait pas de grands efforts pour concilier sobriété et vie de famille, je pense qu'on favorisera ce genre de scénario de contrôle drastique de naissance qu'on a déjà connu en Inde dans les années 60, dans d'autres pays du monde, ou sur des populations ciblées, etc. Choses qui nous font frémir, mais qui n'ont aucune raison de ne pas revenir, puisque déjà, dans les mentalités, ça revient. Or, et c'est là que je voudrais avoir un discours à la fois plus concret et plus optimiste, je suis convaincu, nous essayons modestement de le vivre chaque jour, que la vie de famille est non pas un problème, mais une solution écologique. Que la vie de famille, pour le dire autrement, est, sinon la meilleure, du moins une excellente alternative au consumérisme, au productivisme, bref, à l'idée du toujours plus qui caractérise notre système économique et plus largement notre imaginaire. Alors, on pourrait prendre 1000 exemples, mais il me semble qu'au cœur même de l'idée familiale, il y a l'idée du partage. On est plusieurs à habiter un lieu, surtout quand il y a un couple. Bon, dans la plupart des cas quand même, même si on sait qu'aujourd'hui, évidemment, les modèles sont de fait multiples, mais pour qu'il y ait des enfants, il faut encore majoritairement qu'il y ait un couple. Donc ne serait-ce, on sait qu'un couple, forcément, mutualise par rapport à 2 célibataires. Voilà.
Là où 2 célibataires risquent d'avoir 2 frigos, un couple peut n'en avoir qu'un, ou n'en a qu'un, voire peut s'en passer. Mais bon, ça c'est l'étape d'après. On va commencer calmement. Sinon vous allez me prendre pour un fou furieux. Ce que je ne suis pas. Donc, non, parce que de fait nous n'avons plus de frigo depuis quelques années. Donc, moi je dis souvent que les familles nombreuses sont décroissantes, comme M. Jourdain faisait de la prose, c'est-à-dire sans le savoir, puisque dans la plupart des familles, mais ne serait-ce que avec 2 enfants, je pense que c'est déjà le cas, on se passe les enfants, on se passe les vêtements. Dans la plupart des familles, voilà, on se passe les enfants, mais pardon, on se passe les vêtements. Non mais nous qui avons pas mal fait de récup pour vêtir et occuper nos enfants, équiper nos enfants, on s'est rendu compte d'une chose, c'est que si vous voulez avoir des super occasions, vous allez en région parisienne où les gens n'ont qu'un enfant. Du coup, vous avez des poussettes yo-yo d'occasion, parce que évidemment, neuf, ça coûte un bras, et en même temps, c'est très pratique, etc. Donc, on voit bien que le modèle du seul enfant, eh bien, c'est usage unique. Alors que dès qu'on a plusieurs enfants, évidemment, on transmet. Pardon, là, je dis des sortes d'évidence, donc je ne vais pas approfondir, mais la vie familiale, je pense, est non seulement une école de la sobriété, parce qu'une école du partage, parce qu'une école aussi, un lieu où on apprend à prendre soin pour transmettre, parce que ça servira à ton petit frère, à ta petite sœur, parce que ça t'a été transmis par ton petit frère et ta petite sœur, et puis au-delà de la famille nucléaire, c'est évidemment un lieu où l'on transmet aussi de génération en génération. Mon fils fait très attention à son vélo parce que c'est celui d'oncle Charlélie et qu'on rigole pas avec le vélo de son tonton. Donc on voit bien là aussi que cette idée de transmission permet aussi de mieux prendre soin des choses, de leur donner une histoire, donc de leur donner de la valeur, une valeur qui n'est évidemment pas du tout monétaire, mais qui est relationnelle et affective. Et donc que les choses reprennent la première place par rapport à ce qui a pris toute la place dans notre société, à savoir l'argent. Et donc, oui, je crois vraiment que les familles, comme lieu d'accueil inconditionnel, comme lieu de la gratuité, où normalement les relations monétaires n'ont pas de prise au sein de la famille, à l'intérieur de la famille, sont une école de sobriété. Et donc, non pas un problème, du moins si on adopte un mode de vie relativement sobre, ou en tout cas qui essaye d'aller vers la sobriété, de se simplifier, peut être donc une voie vers la conversion écologique de la société tout entière. Et puis mon troisième point continuera cette idée, puisque pour Hans Jonas, mais comme je pense pour chacun de nous, le but de l'éducation, c'est de faire des adultes autonomes. Et alors, il a une formule, au détour d'une phrase, mais que j'ai trouvée personnellement extrêmement suggestive, page 211, il dit « L'éducation a donc un but matériel déterminé, l'autonomie de l'individu qui inclut essentiellement la faculté d'être responsable, etc. » Donc j'ai trouvé ça vraiment intéressant puisque les parents sont responsables de faire des adultes responsables qui eux-mêmes seront capables donc de prendre en charge non pas seulement leurs enfants mais le monde dans lequel ils font venir ces enfants. Parce qu'ils sont conscients, comme le dit le pape François, et comme nous essayons de le répéter nous-mêmes, que tout est lié, et donc on ne vit pas comme des îles, enfin comme des... oui, c'est ça, comme des îles désertes dans le monde, que nous sommes d'eux et dans le monde, et que surtout, il n'y a pas d'autre terre où habiter que la nôtre.
enfin, sauf après notre mort auprès de Dieu. Mais nous n'avons pas de planète B, nous n'avons pas de plan B, de planète B, comme le disent les altermondialistes. Voilà, nous ne pourrons pas vivre une vie humaine terrestre hors de la planète Terre. Ou alors il va falloir trouver une autre solution, et pour l'instant ça paraît très encore hypothétique. Et donc le but de notre éducation, c'est de préparer des adultes responsables qui soient capables eux-mêmes de vivre cette morale proposée ou cette éthique proposée par Hans Jonas, à savoir de déterminer ce qu'est une vie bonne en fonction des conséquences qu'elle peut avoir sur la capacité de continuer l'aventure humaine. Agit de telle manière que les conséquences de ces actes soient compatibles avec la permanence d'une vie authentiquement humaine sur Terre. Ce n'est pas seulement, je pense, à apprendre dans le futur, mais aussi dans le présent. Et je pense que nous n'avons pas suffisamment conscience que certains de nos choix de consommation sont directement en conflit avec le bien-être de certaines familles, peut-être pas directement dans notre pays, quoique, mais de par le monde. Quand nous faisons tout pour acheter au plus bas prix des produits alimentaires, nous contribuons indirectement, mais nous avons une part de culpabilité directe, pas seulement de responsabilité, mais de culpabilité, dans le malheur de certaines familles. Quand des agriculteurs, des pères de famille et des mères de famille se suicident parce qu'elles n'en peuvent plus, parce que le système de marge de la grande distribution, etc., les consommateurs que nous sommes avons une part, peut-être modeste, mais une part irréductible de responsabilité, de culpabilité. Et je ne parle même pas, évidemment, à l'échelle du vaste monde, où les gadgets électroniques que nous achetons ou que nous rachetons sont produits dans des conditions absolument épouvantables, parce que nous, ça nous arrange bien de payer nos gadgets pas trop cher, et donc si on les augmentait, on serait sans doute les premiers à protester, etc. Donc que ça se passe très proche de chez nous ou très loin, nos choix de consommation ont des conséquences. Voilà. Et ça, c'est déjà une manière, je pense, et évidemment transmettre cette idée à nos enfants, c'est essentiel, pour qu'ils sachent que tous leurs actes, tous leurs choix ont des conséquences. Je ne sais pas, on parlait tout à l'heure avec Marie de la question des écrans, qui je pense évidemment, qui je crois occupe, et je le comprends ô combien pour le constater avec mes élèves de lycée, doit être une question très compliquée à partir, je ne sais pas d'ailleurs quand ça commence, sans doute très tôt, mais pour l'instant nous on n'y est pas trop encore, mais bon. On verra comment on y fera face. En tout cas, qui doit être terrible voilà, à l'adolescence ou même avant. Je ne sais pas si essayer de montrer des documentaires sur les conditions de production des smartphones ne pourrait pas être une manière de faire prendre conscience que ce téléphone que toi tu achètes ou que tes parents achètent à tel prix, eh bien, a été fait dans des conditions sociales et écologiques extrêmement problématiques. Il y a des reportages là-dessus, lors des smartphones, etc. Enfin, le sang des smartphones, etc. Il y en a plusieurs. Voilà, ça pourrait être une expérience à tenter. Je ne l'ai pas faite avec un adolescent, ou je l'ai fait avec des élèves, mais toujours dans... Bon, puis c'est pas du tout le même rapport, vous vous en doutez. Ça pourrait être une expérience à tenter. En tout cas, tant qu'on ne dira pas aux consommateurs que ces actes ont des conséquences dans la vie réelle, indépendamment des images publicitaires qu'on lui met dans la tête, et qui ont précisément pour but de faire écran entre la réalité du système économique et ses fantasmes, ses rêves, ses désirs, voilà, on n'en sortira pas. Et là, je crois que faire les individus autonomes dont notre monde a besoin pour être plus serein, plus stable et plus durable, passe par là, que les individus aient conscience de leur acte. Et puis je disais que
Donc il n'y avait peut-être rien de plus urgent ou pas grand-chose de plus urgent que d'éduquer nos enfants à respecter, à aimer et à comprendre la création. Respecter la création, aimer la création, mais aussi la comprendre. Nous sommes justement dans un monde qui masque toutes les conditions de production. Typiquement, pour rester sur l'exemple du smartphone, personne ne sait comment ça fonctionne. Et c'est fait pour ça, c'est de plus en plus petit, vous ne pouvez pas essayer de bidouiller pour comprendre. Voilà. Je ne sais même pas si on peut retirer la batterie, etc., comme on le pouvait avant. Enfin, en tout cas, tout est beaucoup plus compliqué, on n'y a plus accès. Mais c'est vrai de tous les moteurs, toutes les choses qu'on utilise. On vit dans un monde de plus en plus opaque. Eh bien, je crois qu'il faut rendre au monde, et c'est un des meilleurs services que nous pouvons rendre à nos enfants, il faut rendre au monde son intelligibilité. Je pense qu'on ne peut pas aimer quelque chose qu'on ne comprend pas. Alors on peut avoir l'impression parfois que nos jeunes aiment leur smartphone, je ne sais pas s'ils les aiment, mais en tout cas c'est sûr qu'ils ne peuvent pas, ils ont du mal à s'en passer. Évidemment ce n'est pas un vrai amour, parce que ils apprendront à aimer la création quand ils la comprendront, quand ils en auront l'intelligence. Et pourquoi on aime que ce qu'on comprend? Eh bien parce que quand on a accès à la richesse de la création, on ne peut qu'être fasciné. Quand on découvre un tout petit peu, par exemple, la puissance des interactions qu'étudient précisément les écologues, hein, puisque l'écologie, c'est la science des interdépendances, des relations qui existent dans le monde vivant, eh bien quand on les comprend, quand on voit toutes les... par exemple, ce dont dépend notre existence quotidienne, toutes les conditions qui font que nous pouvons respirer, que nous pouvons tirer des légumes de la terre, etc., nous ne sommes qu'émerveillés. Un monde qu'on ne comprend pas, un monde dans lequel il n'y a aucun lien entre le lait et la vache, entre la viande et l'animal, est un monde profondément méprisable. Et je pense que nous faisons grandir nos enfants dans un monde inintelligible. C'est le monde aussi, précisément, où il y a un écran entre chaque chose et l'individu, où il y a des études qui montrent que voilà, le nombre d'enfants qui ont du mal à voir, effectivement, quand on leur pose la question, le lien entre ce qu'ils mangent et les images d'animaux, c'est absolument terrifiant. Bon, parce qu'on les a fait grandir dans un monde de béton et non plus dans un monde de terre et d'herbe. Donc encore une fois, ils en sont victimes. On peut trouver stupides les nouvelles générations, mais c'est nous qui les abrutissons. Enfin, en tout cas, c'est une certaine imaginaire que nous leur mettons entre les mains et dans la tête, à grands coups de publicité, qui les abrutit. Et donc, je crois que nos enfants ont besoin qu'on leur apprenne à regarder, à être attentifs à la création, c'est-à-dire aux saisons, c'est-à-dire à ce qui s'y passe, aux relations entre les animaux, à l'éclosion des fleurs, etc. Ce qui implique effectivement que tant que faire se peut, nos enfants aient accès à un petit peu de nature. Et là, évidemment, on touche aussi une des difficultés de la vie contemporaine avec la métropolisation, l'urbanisation excessive, la concentration du travail dans les grandes villes qui font que, pour beaucoup de familles, c'est difficile d'avoir une proximité avec la nature. Donc là aussi, on voit que on peut avoir d'excellentes intentions écologique, mais si on la réduit à ceux qui ont les moyens d'avoir un jardin en ville ou même ne serait-ce qu'une maison à la campagne, une maison de villégiature, on ne règle pas la vraie question qui est que comment fait-on pour que le maximum de familles puissent mener une vie en lien minimum avec la nature. Voilà. Alors, je crois que j'ai déjà pas mal parlé, et puis je voudrais qu'on aborde peut-être avec vous, mais à travers des questions, des points plus concrets, plus quotidiens. Il y a une belle phrase du pape François au paragraphe 205 de Laudato Si,
qui dit ceci, et ça doit nous mettre du baume au cœur. Il n'y a pas de système qui annule complètement l'ouverture au bien, à la vérité et à la beauté, ni la capacité de réaction que Dieu continue d'encourager au plus profond des cœurs humains. Pourquoi cette phrase m'a touché là quand je l'ai relue ? Parce que on peut vraiment avoir l'impression parfois que le système publicitaire, le système du désir individuel, qui promeut les désirs individuels, qui promeut l'hypermobilité, qui promeut le succès, la concurrence, etc., est absolument indépassable et qu'on n'arrivera jamais à faire de récits alternatifs, et bref, qu'on n'arrivera jamais à faire préférer à un enfant une vie sobre et simple à celle de l'hyperconnexion. Bon, ben là le pape François nous dit l'inverse. Il n'y a pas de système qui annule complètement l'ouverture au bien, à la vérité et à la beauté, ni la capacité de réaction que Dieu continue d'encourager du plus profond des cœurs humains. Donc il faut que je croie en lisant ça que voilà, mes élèves, que je n'arrive pas pour l'instant à décrocher de leur téléphone, vont réussir un jour à s'émerveiller. Mais tout à l'heure, ils s'émerveillaient un petit peu de la neige pour mieux se détourner de ce que je leur disais. Mais voilà, ne serait-ce que la neige, l'un de nous l'a d'ailleurs remarqué, voilà, c'est ce genre d'épisode qui nous rappelle que nous avons tous un besoin frénétique de l'inattendu de la nature. Voilà, qui vient effectivement casser nos déplacements, bref, qui nous rappelle que nous sommes dans la nature et que la nature parfois s'impose à nous qui prétendons l'avoir tellement soumise, tellement domestiquée, qu'on n'accepte plus d'en être parfois dépendant. Donc, je voudrais terminer ce propos, j'espère pas trop confus, en vous disant que en tant que jeune père de famille, voilà, j'ai à la fois beaucoup d'angoisse face au monde, face à ce que je lis, à ce que je découvre, à ce que je vois des désastres écologiques en cours de par le monde, mais aussi autour de nous. Et puis bien d'autres problèmes, évidemment. Hein. Si l'écologie était le seul problème, ce serait rassurant. C'est peut-être l'une des expressions de tous les problèmes contemporains. Et en même temps, je suis animé d'une grande espérance parce que, précisément quand je vois mes enfants, ce sont eux qui, comme souvent, sont les meilleurs éducateurs. Ce sont eux qui nous rappellent l'essentiel. Ce sont eux qui nous rappellent que tous les jouets qu'on peut leur offrir, tous les gadgets qu'on peut leur offrir ne vaudront jamais le temps qu'on passera avec eux et l'imagination qu'on leur aura aidé à déployer, et que finalement ils joueront toujours plus avec le carton qu'avec le jeu qui était dedans. Je pense que c'est une expérience assez courante qu'on a tous fait, je le crois. En tout cas, nous, on se rend compte qu'ils finissent toujours par jouer beaucoup plus longtemps avec le carton qu'avec le jeu. Et que surtout, voilà, ce sont eux qui nous montrent le chemin de l'émerveillement, de la nature, de la simplicité, de la sobriété. Et que quand je vois mes enfants s'émerveiller d'un rouge-gorge et d'une mésange, qu'ils voient s'approcher de la terrasse, je me dis que tout n'est pas perdu et qu'au contraire, tant qu'il y aura une mésange et un enfant pour l'admirer, la vie vaudra la peine d'être vécue. Je vous remercie. Je savais que cette question viendrait. C'est un peu pour ça que je l'ai dit, parce que je me suis dit, si je leur donne pas des petits trucs concrets... Oui, bon. Alors, donc, comment et pourquoi... comment vivre sans frigo? Non, alors, bon, d'abord, comment dire, c'est pas un exploit.
Enfin, à vrai dire, maintenant, on inverse plutôt la question. On se dit pourquoi vivait-on avec un frigo? Non, le frigo, c'est un symbole d'un certain mode de consommation industriel, moderne, très récent. Et l'étonnement devant notre capacité à nous passer de frigo depuis 2 ans est en soi assez stupéfiante, puisque ça fait 70 ans que l'être humain dispose d'un frigo. Enfin, 70 ans, 80, donc on a toujours vécu sans frigo. Bon, alors on avait d'autres moyens déjà. Donc voilà. Et puis après, pour être un tout petit peu plus concret, un jour on est allé voir une amie, une connaissance plutôt, qui vivait de manière très alternative, sans raccord à l'eau et à l'électricité. Donc elle avait son petit système de panneaux photovoltaïques et une cuve de reminéralisation de l'eau. Et puis de fait, on lui a posé cette question: et comment tu fais pour la conservation des aliments? Elle nous a montré son cellier, qu'il y avait dans toutes les maisons auparavant. Et puis en rentrant chez nous, on a ouvert le frigo qui était installé dans la cuisine équipée, et puis on a vu déjà qu'il était un tiers vide, ce qui est une absurdité énergétique pour le coup, puisque quitte à avoir un frigo, vaut mieux qu'il soit plein, il se refroidit moins vite. Et puis on s'est rendu compte surtout que le tiers de choses qu'il remplissait, parmi le tiers de choses qu'il y avait, la moitié pouvait ne pas du tout être dedans. Typiquement le beurre, qui est déjà une méthode de conservation du lait, je parle même pas des œufs qui n'ont vraiment rien à faire au frigo, etc. Voilà. Et donc comment est-ce qu'on fait pour vivre au frigo, pour vivre sans frigo? Eh bien, déjà quand même 6 mois de l'année, vous pouvez très bien utiliser votre balcon ou votre bord de fenêtre, ça suffit. Et puis surtout, c'est vrai que quand on arrête de consommer des produits industriels, quand on cesse de manger de la viande tous les jours, etc., vous vous rendez compte que vous n'en avez plus besoin. Donc des légumes, ça se conserve bien, surtout les légumineuses, évidemment. Et puis après, il faut aussi avoir du temps pour faire le marché. Mais ne serait-ce qu'une fois par semaine ou 2 fois par semaine, ou la MAP, après on a 2 enfants, évidemment ça dépend des rythmes de famille, mais c'est sûr que c'est pas en soi, c'est impossible de vivre sans frigo avec un mode de vie consumériste ordinaire. Voilà, c'est évident. Mais pour nous, c'est une manière de rappeler que la chaîne du froid est énergivore, et que la chaîne du froid est une cause une source de déchets et de gâchis alimentaires notamment énorme. Ouais, c'est aussi ce symbole du frigo comme lieu du supermarché et d'une pseudo-émancipation. C'est ça aussi qui, quand on regarde les publicités des années 50-60, on a fait croire aux familles, et particulièrement aux ménagères, que la vie allait devenir merveilleuse et plus simple. Il y a même, on est retrouvé sur des publicités hallucinantes où on voit une mère de famille, une publicité qui montre une mère de famille toute heureuse à la fin de son repas, parce qu'elle prend la nappe comme ça et elle en fait un énorme sac poubelle avec tout qui reste dedans, et puis c'est balancé. Donc on a vraiment fait croire, on en revient petit à petit, heureusement, qu'on pouvait faire tout disparaître, la vie sans effort, sans travail, etc. Après, bien sûr, des décennies, des siècles de labeur, notamment féminin, non reconnu, ingrat, etc. Bien sûr, donc il y a eu une volonté c'est un retour de balancier. Là, on revient peut-être vers quelque chose de plus équilibré. Mais ce qui est sûr, c'est qu'indépendamment des choix que nous avons faits, je pense qu'on a tous, et on peut tous se donner des objectifs de simplification. Moi, ce dont je peux témoigner, ce dont nous pouvons témoigner avec Marianne, c'est que ce qui paraissait compliqué au départ, quand on arrive à les mettre en place, deviennent très rapidement des évidences et des habitudes. Et puis, des joies, puisqu'on se dit, on est content de se rendre compte qu'on peut faire plus simplement, plus sobrement, qu'on n'avait pas besoin de ça. Après, là aussi,
Bon, enfin, pour prendre un autre exemple, c'est comme les couches, les couches lavables. Évidemment, si vous interdisez à tout jamais d'utiliser la moindre couche jetable, ce sera essentiellement une contrainte, et comme vous allez céder parfois, vous allez le vivre comme un échec, etc. Mais si vous vous dites au contraire, chaque couche lavable utilisée est un déchet en moins, et donc une petite victoire, en plus d'éventuellement moins exposer mon enfant à des substances potentiellement dangereuses, comme l'a encore sorti une étude, mais rien de bien étonnant. Hein. Quand on voit la capacité d'absorption des trucs, on se demande ce qu'il y a dedans, et donc on ne peut pas s'imaginer que ça puisse avoir sans conséquence. Mais voilà, là encore une fois, moi je me dis, chaque couche lavable utilisée est un déchet en moins, et donc une petite victoire. Voilà, donc après, certaines familles réussissent à ne plus du tout utiliser de couches jetables, ou on en utilise encore la nuit. Bon, voilà, vous voyez, on trouve chacun notre exil. Tout ça pour dire que le sans frigo, c'est pas du tout un objectif en soi. En revanche, un objectif qu'on peut tous avoir, c'est la réduction des déchets. Voilà. Et là, oui, ça passe par aller voir notre commerçant. Alors voilà, notre boucher. Alors c'est Marianne qui achète de la viande, parce que moi sinon, si ça ne tenait qu'à moi, je n'en prendrais que le dimanche. Mais il se trouve que hier j'ai retrouvé Marianne au marché, parce que j'ai pu, et j'ai vu le boucher lui offrir 2 escalopes, parce que elle vient avec ses emballages, et donc elle lui fait faire des économies. Du coup il est ravi, du coup il lui fait un petit rab. Truc tout bête, mais qui montre que écologie et économie sont parfaitement compatibles, voire souvent s'associent bien. Oui, parce que c'est un point aussi essentiel de montrer que la vie sobre, évidemment, permet aussi de faire des économies substantielles, en plus de mieux respecter la création. Je m'intéresse un petit peu à la bioéthique, et dans un cours que j'ai lu, on associe souvent Hans Jonas comme le précurseur un peu de l'antispécisme. On lui attribue la paternité en fait de l'antispécisme et du transhumanisme. Plein de fois, je l'ai vu dans mes cours. Donc vous avez l'air de bien connaître Hans Jonas, donc j'aurais bien aimé avoir votre critique là-dessus. Surtout que je vais avoir un partiel dans 15 jours là-dessus. C'est moins que ça. Là vraiment je vois pas, non. Oui, non, l'antispécisme je vois bien. Ah pardon. Bon alors c'est assez compliqué, donc définir, on risque toujours de simplifier à outrance, et vous avez toujours quelqu'un qui vous dit ah non. Bon, en gros c'est l'idée que il n'y a pas de raison de considérer différemment les intérêts des espèces animales. Donc, c'est la remise en cause du primat systématique de l'espèce humaine sur toutes les autres espèces animales. Voilà. Alors après, évidemment, il y a plein de courants, il y a plein d'écoles, il y a des antispécistes plus ou moins brutaux, etc. Voilà, le transhumanisme, je pense que c'est plus clair. Là, je suis un peu surpris. A priori, rien dans sa bibliographie ne montre, rien dans ce livre-là, donc c'est point à revoir. Voilà. Non, je sais pas. Non, mais après, c'est un des penseurs décisifs qui a inspiré les réflexions bioéthiques, précisément parce qu'il a mis en valeur cette idée du principe de précaution, que de la pensée du long terme, donc qui soit très souvent mobilisé autour de ces questions-là, oui. Que ce soit en soi un défenseur de l'antispécisme et du transhumanisme, là... D'accord. Cette paternité parce qu'il a ouvert une brèche en fait dans l'équilibre dans la nature, justement en mettant l'homme un peu au même niveau que les animaux. Voilà, c'est ce qu'on m'a expliqué.
Oui, là, je ne sais pas. Moi, Angelina, c'était parmi les auteurs à brûler. C'est pour ça que ça m'intrigue. Ça m'intrigue et voilà, je suis intéressée. Oui, non, ça me... Bon. Après, je sais pas qui voudrait le brûler. Bon, déjà, les gens qui veulent brûler des auteurs, je sais pas s'il faut leur faire confiance. Mais oui, bon. Là, je serais très surpris, non. Enfin, ce que je veux dire, c'est qu'il me semble pas, je suis pas théologien, mais c'est même plutôt une référence. Non, enfin là, je suis un peu étonné. Est-ce que quelqu'un a une autre question? Alors, beaucoup plus concrètement, quand vous parliez de quand on achète des smartphones, je pensais aussi simplement quand on veut acheter des vêtements et qu'il y a de toute manière marqué fabriqué en Chine, quel que soit le prix. Comment est-ce qu'on peut savoir comment est-ce qu'il a été produit? Est-ce que vraiment, je ne sais pas, le pull à 70 € a été produit avec plus de respect du producteur que le pull à 30 € fabriqué en Chine? Oui, non, là, sans doute, sans doute pas. Oui. S'il suffisait de mettre 30 € de plus pour être sûr de l'excellence ou ne serait-ce que des meilleures qualités de production, évidemment, ce serait satisfaisant et facile. Je crains que ce ne soit pas le cas. Voilà, alors là, bon... moi, évidemment, je conseille pour le pratiquer. Je ne peux que conseiller, mais c'est pas toujours facile, surtout avec des ados, etc. Le seconde main, mais qui est même pas une vraie solution en soi, puisque vous vous dites, d'accord, j'achète de seconde main, mais le vêtement, il a bien quand même au départ été fait dans telles conditions. Donc évidemment, ce qu'on ne peut que souhaiter, c'est la relocalisation de filières textiles qui fait que oui, on refasse des vêtements accessibles en France et pas seulement des vêtements de luxe. Mais ça impliquerait des changements un changement de paradigme économique, etc., qui sont encore loin d'être le cas. Donc concrètement, aujourd'hui, comment habiller ses enfants? En tout cas, je pense que privilégier la qualité et faire en sorte surtout que les vêtements durent, soient donc le mieux que les enfants en prennent soin, etc., qu'ils comprennent que ça a une valeur, parce que précisément ça peut valoir venir de loin, etc., et donc non, on lui en rachètera pas un s'il n'en prend pas soin, etc. Je pense que c'est des choses dont on a déjà qu'on peut et qu'on doit faire, mais il me semble quand même que le marché de seconde main est et en attendant qu'on puisse acheter des vêtements faits en France dans d'excellentes conditions à des prix accessibles pour des familles, ça me paraît quand même une assez bonne alternative. Mais bon, encore une fois, après chacun se fait comme il peut. Quelles actions concrètes on peut mettre en place dans nos familles pour arriver à une écologie comme vous la décrivez? Parce que, dans mon ressenti, là, typiquement avec tout ce qui se passe avec les gilets jaunes et tout ça, avec la taxe de carburant, machin, et sur ce qu'on nous dit sur le diesel, par exemple, tout ça, on a l'impression qu'il y a quand même des gros lobbies derrière tout ça. Et on nous dit il faut changer de voiture. Alors il y a 30 ans on nous disait il faut acheter du diesel, maintenant on dit en fait il faut acheter pas. En fait on est un peu parasité par tout ça et concrètement on ne sait pas vraiment ce qu'il faut faire. On nous dit il faut faire ci, puis il y en a un autre qui va dire non. Donc qu'est-ce qu'on peut faire vraiment concrètement au sein de la famille pour qu'il y ait vraiment un impact réel sur ça? Alors le lobby que je défends non, mais quelqu'un l'a lancé en rigolant, mais
voilà, moi je pense que la solution qui consiste à mettre au garage, enfin pas au garage, à la pas la fourrière non plus, comment on appelle ça, à la casse, merci, une voiture pour en acheter une autre, a priori c'est pas la meilleure idée écologique qu'on ait. Voilà, moi ce que je voudrais faire, c'est qu'il y ait moins de bagnoles qui circulent et qui polluent. Parce que voilà, on nous parle de la voiture électrique, mais la voiture électrique, elle a un bilan écologique au moins aussi problématique, et peut-être plus si on prend tout, vous voyez, de la production, de l'extraction des minerais qui vont constituer ces batteries jusqu'au recyclage, voilà. Donc bon, après, il n'y a pas de solution parfaite, pure, et l'humanité n'arrivera jamais à un bilan carbone zéro, il n'y a aucune pollution. La question, c'est, encore une fois, qu'est-ce que peut absorber voilà, notre territoire, nos villes, etc. En l'occurrence, on sait qu'il faudrait, ne serait-ce que d'un pur point de vue des fluidités, indépendamment des pollutions, diminuer le nombre de voitures, ce qui implique de diminuer la distance entre les lieux de vie, les lieux de travail, etc. Ce qui implique donc de remettre en cause une certaine centralisation dans les métropoles, ce qui implique aussi peut-être de refavoriser les types de métiers qu'on a préféré surmécaniser, etc., type l'agriculture. Bon, bah, ça tombe bien, l'agriculture bio, elle est créatrice d'emplois, etc. Bref, voilà, donc c'est vrai que très souvent on nous propose deux solutions entre un truc très polluant, enfin un truc qui pollue très visiblement et un truc qui pollue mais plus discrètement. Voilà, si effectivement il faut couvrir la France d'éoliennes pour se passer de centrales nucléaires, c'est pas très satisfaisant. Voilà. Bon, même si en soi les éoliennes risquent moins pour le coup d'impacter. Non, mais je veux dire, bien sûr qu'elles ont beaucoup d'impact. Je parlais par rapport à la réflexion d'Anne Jonas et des trucs. Enfin bon, bref. Non, mais précisément, voilà. Donc, à ça, la réponse qui me paraît la plus simple, qui est sans doute un peu simpliste, c'est de dire qu'est-ce qu'on fait concrètement pour diminuer drastiquement notre consommation d'énergie. Voilà. Et là, par exemple, sur ces gilets jaunes, sur l'affaire de la taxe carbone, etc., je trouve un peu étonnant qu'on mette pas le paquet, par exemple, sur l'isolation thermique des bâtiments, ce qui fait faire des économies aux familles, ce qui crée de l'emploi indélocalisable, etc., enfin artisanal, ce qui a un véritable impact écologique immédiat. Voilà, plutôt effectivement que taxer un outil dont on a fait en sorte que les gens ne puissent pas se passer. Voilà. Bon. Après, il y a plein de sujets. Enfin, là, je ne sais pas si vous vouliez des propositions ou des pistes par rapport à la vie quotidienne ou pas, parce que la question de l'énergie, évidemment, ça dépasse bien, mais je pense que voilà, dans nos vies de famille, déjà, on a tous largement de quoi faire baisser la facture d'électricité. Alors là, c'était rigolo parce qu'on dînait avec. Bon, il se trouve que des amis nous ont invités avec l'évêque de Chartres, etc. récemment. Et c'est notre nouvel évêque, donc Monseigneur Christori, qui lui-même a fait une petite remarque un peu piquante à ses hôtes en lui indiquant toutes les lumières qui étaient allumées dans le salon, qui effectivement n'étaient pas nécessaires. J'ai trouvé ça osé, mais en même temps, moi j'avais qu'une envie quand je suis entré dans la maison, c'était de tout éteindre, effectivement, pour ne laisser qu'une lumière. Bon, exemple tout bête, mais en même temps, bah oui, je pense que pour le coup... éduquer nos enfants dans cette simplicité, voilà, on n'a pas besoin de voir comme en plein jour à toute heure du soir. On n'a pas besoin de vivre à 24 degrés dans un appartement, ni même à 21, donc mets plutôt un pull plutôt que de monter le radiateur. Des choses qui sont sans doute quotidiennes déjà pour la plupart d'entre nous, mais quand je vais de ci de là dans des familles, je me rends compte quand même que, et encore une fois, nous-mêmes sommes loin d'être exemplaires, bien sûr, mais bon, il se trouve quand même qu'on a pris le problème à bras-le-corps depuis plusieurs années et qu'on a fait pas mal d'étapes.
je me rends compte quand même que on a tous beaucoup encore de marge de manœuvre sur l'alimentation, etc. Voilà, je pense qu'on parlait un petit peu de la consommation de la viande et de poisson. Quand on regarde les conditions d'élevage aujourd'hui des animaux dont on mange le corps, c'est quand même assez terrible, quoi. Moi, j'ai pas envie, de manger de la viande d'animaux qu'on a fait, dont on a privé absolument, de toute vie en réalité, quoi, qu'on a enfermé dans des conditions épouvantables. Donc c'est pas de l'antispécisme de dire ça, vous voyez, mais où les œufs des poules élevées en batterie, c'est quand même terrible, quoi. Et pour la pêche, on sait qu'on est en train d'épuiser certaines réserves halieutiques. Enfin, j'aime pas trop employer ce mot de ressources, mais bon. Donc en fait, nos enfants et petits-enfants, on leur laisse plus de poissons, pourront plus se nourrir de poissons, ou alors il faudra, ce sera uniquement du poisson d'élevage ou qu'on aura traficoté, je ne sais trop comment. Bref, tout ça pour dire que sur l'alimentation, il va falloir se passer petit à petit de protéines animales et favoriser une alimentation plus végétale. Je pense que ça, on a tous à y gagner, ne serait-ce qu'en termes de santé et de budget, parce que on peut pas nourrir 7 milliards d'êtres humains peuvent pas manger de la viande tous les jours, quoi. C'est ingérable. Ça se fait dans des conditions qui sont épouvantables quand on accepte de les regarder. Au-delà, effectivement, de la publicité charale ou du mode d'emploi. Quand on regarde, encore une fois, les conditions de production de ce qu'on consomme, bien souvent, ça nous fait changer d'avis. Mais encore faut-il aller un petit peu se documenter, regarder ça, parce que sinon, effectivement, si on reste bercé des illusions publicitaires, tout va très bien, Madame la Marquise, c'est sûr.